Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Diasporama, consacré aujourd'hui à l'écrivaine Amina Damerdi, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Bientôt les vivants, et dont l'histoire se déroule pendant la décennie noire en Algérie, un livre qui lui a valu le prix de la revue Transfuge du meilleur roman français pour l'année 2024. Félicitations Amina Damerdi, merci d'être avec nous aujourd'hui à partir de Paris. Merci à vous pour votre invitation. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Alors, vous êtes, je le disais, vous êtes écrivaine, vous êtes franco-algérienne, vous êtes chercheuse au FNRS, qui est le Fonds national de la recherche scientifique en Belgique. Vous êtes agrégée d'espagnol. Vous êtes née aux États-Unis, grandi en Algérie. Vous avez vécu aussi en Espagne, à Cuba, puis en France, à présent où vous résidez. Tous ces déplacements, Emina, est-ce dû à vos parents? Vous avez suivi un peu votre famille ou vous avez pris votre envol à un certain moment? Quand j'étais petite, oui, bien sûr, j'ai suivi mes parents pour aller des États-Unis à Alger, puis de l'Algérie d'Alger à la Bourgogne, puis de la Bourgogne à Paris. Tout ça, c'était avec mes parents. Mais ensuite, Cuba et l'Espagne, c'était dans le cadre de mes recherches. Et donc ça, c'était mes propres voyages. Oui. Qu'est-ce qui vous attire dans la culture hispanique, Amina? Mais je pense que très vite, ça a été un lieu où on passait des vacances, notamment pendant la décennie noire. Il y a beaucoup d'Algériens, je crois, qui allaient passer leurs vacances en Espagne, qui est Mhm. ce pays qui est entre la France et l'Algérie. Et, euh, et très vite, il y a eu un attrait pour la langue, un attrait aussi pour cette histoire, et pour la littérature, évidemment. Ce qui a été le plus marquant pour moi, c'était la découverte de grands auteurs espagnols ou latino-américains, Oui. Gabriel Garcia Marquez, entre autres, entre autres. Oui. hein, je pense, oui. Alors, vous avez d'ailleurs consacré votre premier roman à une révolutionnaire cubaine, Aide Santa Maria, qui a lutté aux côtés de Fidel Castro, qui est assez méconnue d'ailleurs, mais vous lui avez consacré un livre, Laissez-moi vous rejoindre, n'est-ce pas? Exactement, mais oui, justement, vous l'avez dit, qui est assez méconnue en dehors des frontières de Cuba, puisqu'à Cuba, elle est extrêmement connue, extrêmement aimée. Et c'est ce qui m'a frappée quand je l'ai découverte à Cuba, alors que je résidais pour un semestre d'échange à La Havane. On a les figures qui sont connues de la révolution cubaine sont tous des hommes, et on ne connaît pas cette Oui, femme qui a pourtant été une femme politique de premier plan et qui a été écarté du Panthéon révolutionnaire après son suicide, qui était au moment de l'anniversaire de la Révolution. Et je voulais raconter l'histoire de cette oubliée de l'histoire. oui. Alors, vous êtes aussi poétesse, ça on le sait peut-être moins. Vous avez publié un recueil de poèmes, Tambour Machine. Euh, je peux lire un extrait que j'ai trouvé vraiment formidable, très Bien sûr. amusant et très vrai dans certaines situations de la vie, où vous dites, je te lave de moi, je te mets au linge sale, je te jette dans la machine, je balance toute la poudre, je balance la lessive, la machine gronde, la machine te gronde, je la laisse te frotter, te détacher de ma peau, je la laisse te réduire, t'envoyer au tuyau, je la laisse t'essorer, t'éclater en savon, etc., etc., etc. J'ai beaucoup aimé cette métaphore de, de balancer bon, bah, cette histoire au lave-linge, voilà, au lave-linge, pour peut-être repartir à nouveau, pour en ressortir un linge plus propre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, et puis je suis très émue de réentendre ce texte que je n'ai pas relu peut-être depuis sa parution en 2015. Donc, je vous remercie Ça fait pas d'être si allé longtemps, chercher il est ce captivant, oui. texte. Donc, c'est dans quel état d'esprit? Est-ce que tout le recueil de poèmes est dans cet état d'esprit ou c'est juste... Oui, alors c'est un long poème en prose qui, en effet, file cette métaphore ou cette image de la machine à laver, mais la machine à laver qui est à la fois donc une histoire d'amour qu'on efface en Oui, lavant son linge, en enlevant les odeurs, en enlevant les couleurs, etc. Mais c'était oui, aussi une réflexion sur la vie domestique et tout l'aspect aliénant de la vie domestique, puisque le sujet poétique reste en face de sa machine à laver qu'il observe. Et donc, c'est une méditation autour aussi de cette vie-là mhm. Et intérieure. c'est vrai que la machine à laver occupe une grande part de notre vie. Oui,
Surtout quand on a un Quelquefois, petit enfant, comme c'est mon cas, on fait oui, beaucoup de oui, machines. fait beaucoup de machines. Mais quelquefois, on se console en se disant, bon ben, heureusement qu'il y a la machine, qu'on n'est plus là à frotter, à laver le linge avec les mains, quoi. Bon, voilà. Nos mères ou grand-mères. Voilà, voilà, exactement. Alors, venons-en à présent à votre roman, Bientôt les vivants, paru cette année aux éditions Gallimard, qui est donc votre maison d'édition, et qui a déjà obtenu le prix Transfuge du meilleur roman français 2024. Bravo. Encore une fois, à peine sorti et déjà un prix. Vous attendiez à ce prix, Amina? Quel Du effet ça tout. vous a fait? Pas du Oui, tout, du tout. Quand mon attaché de presse puis mon éditeur m'ont appelé, je ne m'attendais absolument pas à ce prix et pas à recevoir un prix aussi vite. Donc oui, j'ai été très contente. oui. Alors, le contexte se situe en Algérie dans les années 90, en pleine décennie noire. La protagoniste, Selma, c'est elle, donc c'est l'héroïne de ce livre, une jeune lycéenne qu'on va suivre jusqu'à ses études universitaires, une jeune lycéenne de la proche banlieue d'Alger, qui habite à Baïnem, plus exactement, pour ceux qui connaissent Alger, passionnée d'équitation, passionnée d'équitation. Et d'ailleurs, on le voit dans la couverture du livre, c'est là, hein, on voit donc, je sais de qui est cette photo, qui est sur le cheval, vous nous direz peut-être. Donc, elle est passionnée d'équitation et au fil du temps, au fil de l'histoire, et ben c'est son histoire familiale, personnelle, qui se mêle à l'histoire de l'Algérie, entachée de terrorisme pendant les années 90, et où on voit les personnages autour de Selma eh ben, se métamorphoser, changer de camp. On ne sait pas pourquoi, vous ne dites pas trop, mais on sait qu'ils y vont. D'accord? Alors, d'abord, euh, première question, ce décor, cette histoire, cette période, pourquoi? Mais parce que c'est une période très marquante de ma propre vie, de la vie de ma famille, puisque vous parliez tout à l'heure des déplacements, des départs. Et le grand départ qui a marqué mon enfance, évidemment, c'est le départ de l'Algérie, qui était un Vous départ. aviez quel âge? Moi, j'avais 6 ans et demi, 7 ans Mhm. presque. À Oui, cette époque-là de la vie, on compte encore en moitié d'année. Donc pour moi, j'avais 6 oui, ans et demi. oui. Et, euh, et, et ça a été un moment très fort de mon existence et aussi un moment où je me suis plongée dans la lecture et dans cet exil. Je pense que la lecture puis l'écriture sont vite devenus des refuges et j'ai toujours su que je reviendrais sur cette période. Et c'était peut-être trop difficile pour un premier roman de s'y atteler. Il me fallait un peu plus Mhm. de- comment dire, d'expérience, tout simplement, pour écrire sur cette histoire-là. Mhm. Alors, le cheval, la présence du cheval, le monde équestre dans le livre occupe une très grande place, hein, très très grande place dans le livre. Pourquoi? Bien, tout d'abord parce que c'est un monde qui m'est cher. Moi, j'ai été cavalière et puis j'ai été aussi cavalière Ah, en Algérie. On est parti, mais ensuite on revenait beaucoup et je montais à cheval toutes les vacances et tous les étés à Zeralda. mhm, Où d'ailleurs Selma finit par aller puisque les chevaux donc, du centre équestre de Baïnem, qui a réellement existé, euh, ont ensuite, quand Baïnem était devenu complètement impraticable, ont ensuite été déplacés à Zeralda. C'est aussi parce que il y a plusieurs dimensions. Alors, donc, il y a évidemment un monde qui compte pour moi. Le fait que la première fois que j'ai été mise sur un cheval, j'étais toute petite, j'avais 5 ans, c'était à Baïnem. Le fait aussi que le cheval est très important dans la culture arabe. C'est un animal qui a une histoire, une noblesse très particulière et qui incarne vraiment ce que c'est que la beauté du vivant. Et c'était ça pour moi, d'ailleurs, le titre l'évoque, les vivants, c'est-à-dire que cette guerre, elle a percuté évidemment des trajectoires humaines qu'elle a parfois détruites d'hommes, de femmes et d'enfants, mais je pense que la violence, quand elle intervient dans la vie, elle balaye absolument tout le vivant, et donc ce vivant est incarné par ce cheval, ce monde équestre, cette forêt aussi qui est presque un personnage à part entière du livre, avec ses oiseaux, ses animaux, ses odeurs, ces arbres qui fleurissent, qui se dessèchent. Et donc, c'était tout ce monde-là et tout cet univers-là que je voulais faire vivre. mhm. Mais pourquoi le cheval de Selma s'appelle Shaitan alors?
Oui, alors le cheval de Selma a été baptisé par les autres membres du club Shaitan. Il n'arrive pas en s'appelant Shaitan, mais parce Mhm. que, comme il est violent, on le désigne comme étant celui qui représente le mal. Et c'est souvent comme cela quand il y a un paroxysme de violence ou une manifestation de violence quelque part, on la désigne sans regarder ce qu'il y a autour, sans regarder toute la violence qui entoure cette manifestation de violence. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce cheval, puisque lui-même, s'il est violent, c'est qu'il a été profondément abîmé par les hommes. Oui, et il finira d'ailleurs, on va pas déflorer le livre, mais il finira d'ailleurs par être violent entre guillemets avec elle. Il va la blesser. Euh, elle va être victime de son propre cheval, si je puis dire ainsi. Alors, les personnages, donc il y a Maya, sa cousine, la cousine de Selma, qui est avec elle au lycée et qui a des velléités de devenir reporter et qui déjà fréquente une rédaction, fréquente un journaliste, est attiré par le monde de la presse et du journalisme et déjà veut travailler, et travaille déjà, sur le sujet du terrorisme, un peu en cachette, parce qu'on n'est pas censé savoir qu'elle travaille, elle est censée être à l'école, mais elle est poussée par cette curiosité journalistique, j'ai envie de dire déjà, toute jeune, pour enquêter, elle a pas peur, elle a pas peur d'ailleurs, vos femmes n'ont pas peur, hein, sont très fortes et très courageuses hein, dans le livre, que ce soit Selma, Maya, Zeynep, la grand-mère, enfin, les mamans, enfin, toutes les femmes sont très fortes dans votre livre. Alors, le choix, j'imagine, de Maya qui veut devenir journaliste, qui veut enquêter, qui veut savoir la vérité. D'ailleurs, d'où viennent ces hommes? Comment en est-on arrivé là? N'est pas fortuit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors pour le personnage de Maya, donc qui est vraiment donc la meilleure amie, la cousine et la meilleure amie de Selma, c'était aussi une façon de faire exister de destinée de jeune fille, parce que c'est aussi l'histoire de la construction à travers Selma d'une toute jeune fille au sein de cette décennie noire, au sein de cette violence, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on se construit. Et donc Ouais, l'histoire de Maya avec et à côté et parfois contre ouais. celle de Selma, Oui, tout à fait. ce sont aussi deux manières de destinée féminine très différentes en fait, de se construire en tant que jeune fille dans ce monde-là. Et pour Maya, au départ, elle n'a pas un attrait pour le journalisme de guerre ou le reportage ou pour le terrorisme particulier. Elle aime simplement prendre des photos puisqu'on lui a offert un appareil photo. Elle se rend compte que elle peut elle peut obtenir du pouvoir au départ, hein, c'est donc dans ce salon de coiffure avec sa mère qu'elle se rend compte qu'elle peut obtenir du pouvoir sur des situations qui sont négatives, qui sont désagréables, grâce à la photo, renverser un petit peu certaines Oui, situations. Et c'est cet attrait pour la photo qui va peu à peu l'amener à cette rédaction de journal. Et là, eh bien, aimer la photographie journalistique en pleine décennie noire, bon, bah, c'est assez rapidement se confronter au terrorisme. Et ce qui plaît beaucoup à Maya, c'est aussi l'ambiance de la salle de rédaction, l'adrénaline, parce que dans ces moments de grande tension et de grande violence, il y a aussi plusieurs mécanismes de défense, je devrais dire, mais il y a des gens aussi qui faisaient la fête, il y a des gens aussi qui vivaient, qui trouvaient des façons de se protéger et de traverser cette décennie-là par d'autres biais, et dont cela. oui. Alors, vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, il y a l'histoire macabre, j'ai envie de dire, et violente du terrorisme. Vous les nommez, vous parlez de Ali Belhadj, de Abbassi Madani, l'oncle de Selma, avocat, devient l'avocat du fils. Au grand drame de sa famille et de son frère. Donc, vous allez vraiment au fond des choses, mais en même temps, effectivement, ces adolescentes, ben, elles vivent leurs premiers émois leurs premiers émois, leurs premières émotions, les premières vibrations qu'un garçon va leur procurer. Et, ben, elles vont dans des concerts. Vous parlez du concert de MBS ou Led Behja, justement. Et effectivement, cette vie a existé. Ceux qui ne l'ont pas vécu ne le savent pas, mais ceux qui étaient là l'ont vécu. Ils ont vécu à côté de l'horreur, de la mort. Eh ben, il y a eu la vie, il y a eu de l'amour, il y a eu des mariages, il y a eu des rêves réalisés, il y a eu tout cela. Et c'est ce que j'aime dans votre livre, c'est que il n'y a pas seulement une façon de raconter l'histoire, mais il y a l'histoire des gens.
ordinaires, hommes et femmes, qui vivent, qui surfent entre toutes ces vagues de violence, qui surfent entre toutes ces vagues pour vivre leur vie et leurs rêves. Oui, parfaitement. Vous avez prononcé le mot, en fait. C'était vraiment la vie ordinaire des Algériens de cette époque qui m'intéressait parce que ce qu'on lisait dans les journaux, c'était à chaque fois des récits de massacres. Donc, c'est les moments les plus paroxystiques de violence. Mais tout ce qui concernait la vie quotidienne et, comme vous le disiez, les rêves, puisque ce sont des toutes jeunes filles. Donc, elles ont une vie d'adolescente, des rêves d'adolescente, des projets d'adolescente. Et le Oui, fait oui, que autour d'elle, il y ait beaucoup de violence, eh bien, ça ne change en rien cette dimension-là pour elles, ces projections-là. Ça vient les oui. percuter, mais ça ne les retire pas. Mhm. Alors, quand le début de votre livre, je tiens à le dire, nous met directement dans le bain, hein. C'est-à-dire que le ton est donné dès le départ, hein. Vous ne mâchez pas vos mots. Je donne juste un petit extrait où Aïcha elle se cache pour faire la surprise à son père qui est allé retrouver ses copains pour jouer au domino, il me semble, aux cartes, au domino. Elle se cache et à un moment donné, elle voit arriver un groupe d'hommes euh, prêts à attaquer le groupe de son papa et de ses copains. Et là, vous dites, je retiens un extrait, Papa, un homme en tenue sombre brandit une hache. Trop tard, Aïcha, le son n'est pas sorti de ta gorge. Tant pis pour ta conscience, tant pis pour tes souvenirs d'enfance. La lame fendit le crâne d'Ashraf qui hoqueta sur le sol. Voilà, donc le contexte de la violence est dressé d'entrée de jeu dès le début du livre. Nous sommes à la page 17 et vous allez osciller entre violence et amour, et émotion, et amour du cheval, et équitation, et reviolence, et re-scène violente. Parlez même d'une scène d'un enfant à qui on a cousu une tête de chien, quelque part dans le livre, pour décrire vraiment l'horreur. Mais vous ne voulez pas faire que ça. Vous voulez aussi raconter les belles choses qui sont arrivées dans cet Alger mouvementé des années 90. Alors, qui sont les survivants, les vivants plutôt, bientôt les vivants. C'est qui les vivants, Amina? À qui vous pensez? Ah, et alors, j'évoquais tout à l'heure que les vivants n'étaient pas que donc les hommes et les femmes, mais alors ce sont d'abord évidemment cette famille, donc les Ben Saïd avec Selma, donc ils vivent tous dans cette même maison, comme ça se fait beaucoup en Algérie, avec Oui, donc Mima, qui est la grand-mère qui vit au premier étage, dont le mari est mort, donc le grand-père de Selma. Au deuxième étage vivent Selma, son père Brahim et sa mère Zeynep. Et donc au rez-de-chaussée, Hicham, qui est donc l'oncle de Selma, qui va devenir, comme donc vous le l'évoquez, maudit. C'est un peu le frère maudit de oui, la famille. Oui, 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 d'une certaine façon. Oui, oui, ça reprend un peu aussi ces figures des frères ennemis, frères rivaux, oui. avec le frère qui réussit, Ibrahim, dès le début hein, du livre, et le frère qui, même avant de vraiment entrer, de se politiser vers l'islamisme et d'entrer au fils, disons, se sent en ressentiment, vit du ressentiment à l'égard de son frère. Mm, Donc il y a toute, mais malgré ce ressentiment, ces deux frères s'aiment, hein. Ça pour moi, c'était aussi une dimension très importante. mm. C'est-à-dire que les relations de cette famille sont pleines d'amour, en réalité, d'un amour compliqué et d'autant plus compliqué par les prises de position des uns et des autres. Et je crois que si le roman parle de la décennie noire, en réalité, il parle de quelque chose de tout à fait universel et qui dépasse complètement l'Algérie, c'est-à-dire que fait-on quand on a des liens très forts avec des gens de notre famille, avec lesquels on a grandi, qu'on aime vraiment profondément, et qu'il y a des choses qui vraiment nous éloignent et presque nous répugnent Oui, et qui nous empêchent d'être nous oui, aussi dans cette relation. oui. Quand cette relation nous abîme finalement, eh bien qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rompre le lien? Que faire avec cela? Alors évidemment, ça c'est une question que tout le monde peut se poser, mais dans le contexte de la décennie noire et d'une guerre civile où chacun prend des positions parfois très opposées, où il y a des crimes, des massacres, eh bien cette question, elle se pose de façon beaucoup plus cruelle. Mhm. Et c'est exactement ça, c'est l'éclatement des familles, hein. C'est une période qui a révélé, qui a fait éclater des familles aussi, puisque dans les mêmes familles, on pouvait avoir un démocrate, un islamiste, voilà, et d'autres tendances, plusieurs tendances dans une même famille. Ça arrive partout, bien entendu, mais
dans un contexte de violence et de guerre et de terrorisme, ça prend ça prend une autre ampleur. Alors, parler de Mima, c'est un personnage magnifique. Elle est très forte. Elle est déchirée de voir ses fils se déchirer ainsi, bien entendu, et le contexte aussi politique du pays et contexte de violence. Mais alors, c'est une femme qui, comme beaucoup de femmes, est une mère de famille qui organise tout, qui prévoit tout, et qui va même prévoir Ouais. le repas de ses funérailles. Elle va tout congeler, c'est-à-dire la manie de tout congeler qu'ont beaucoup de femmes Oui, chez nous. ça, il fallait On le en rit, mais enfin, mentionner. c'est comme ça. Il fallait le mentionner. Surtout pendant le mois de Ramadan, c'est la folie de la congélation. Voilà, à tout prix. Et là, cette femme prépare des chorbas, prépare des bourrecs, prépare des mchouillades, des salades, etc. Et elle dit, comme ça, ils n'auront qu'à décongeler. Mais est-ce que vous avez rencontré ce genre de femmes qui préparent même, qui congèlent et qui préparent le repas de leur funérailles, de leur troisième jour? Vous avez rencontré ce genre de femmes? Pas à ce point-là, mais oui, Pas à ce on point-là. a déjà eu un récit, enfin pas au point de tout congeler, mais de Oui, commencer à préparer, oui, le couscous de funérailles. Oui, on m'avait pas transmis un récit de ce genre, oui. Mm. c'est impressionnant. Alors, encore une fois, avant de passer à vos projets, les vivants, j'aimerais encore savoir qui sont les vivants. Est-ce que vous parlez Et des donc les vivants, survivants bien sûr. les survivants de cette période, ceux qui ont vécu et qui ont survécu? Est-ce que les vivants autour, qui eux aussi ont leur part du récit, c'est qui les vivants? Bientôt les vivants. Quoi Et c'est ceux bientôt les qui vivants? restent vivants, surtout, malgré tout. Oui, Et donc, je parlais de cette famille, il y a évidemment tout le monde vivant aussi autour, je le mentionnais tout à l'heure avec le cheval, mais il y a aussi d'autres animaux, il y a un chat qui est important, il y a donc oui, cette forêt, etc. Mistigris. Oui. Mistinguett? Non, Mistigris. Mistingué, Mistinguett, pardon. Mistingué au Ouais. masculin. Mistinguet, voilà, au masculin. Pourquoi Mistinguet? Oh, bah, c'était un jeu de mots comme je trouve que la langue, le français algérien et algérois est plein de ce genre de jeu de mots Oui, et mistingué en est un. Euh, oui, mais donc en effet, et c'était aussi une façon de souligner la partie lumineuse aussi de cette ville, l'incroyable résilience du peuple algérien qui oui. a traversé cette guerre, traversé cette décennie noire, qui a traversé cette violence et qui a réussi à rester un peuple extrêmement vivant. Très bien. Donc, c'est bientôt les vivants. Je remontre cette belle couverture et cette belle photo. C'est vous sur le cheval? Non, 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 non. Non, non, c'est pas vous. C'est une très belle photo en tout cas, et je recommande vraiment la lecture de ce livre. Ça rappelle l'histoire, bien entendu. Ça fait remuer beaucoup de choses pour ceux qui ont vécu cette période. Et on se balade aussi dans Alger, dans Baïnem, dans El Biar, à Blida, à Boufarik, à Sidi Youssef, où il y a eu la période des massacres. Mais c'est aussi voilà, les bourgeons de la vie. Voilà, c'est le printemps de ces jeunes filles aux fleurs qui découvrent la vie et les émotions dans un contexte de guerre. Ça pourrait presque s'appeler l'amour au temps, non pas du choléra, mais l'amour au temps du terrorisme. Presque, ça pourrait, Oui. pour paraphraser euh, Gabriel Garcia Marquez, voilà, l'amour au temps du terrorisme. Moi, c'est un titre en tout cas qui m'est toujours venu à l'esprit. Voilà. Alors, oui, Non, et pour rebondir sur les vivants aussi, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très importante et qui n'apparaît pas dans le livre, mais c'est un titre qui est emprunté à un vers de Kateb Yassine, de son poème Poussière de juillet, et dont le début est très très beau, hein. C'est le sang reprend racine, oui, nous avons tout oublié, mais notre terre en enfance tombée, sa vieille ardeur se rallume, et même fusillés, les hommes s'arrachent la terre, et même fusillés, ils tirent la terre à eux comme une couverture, et bientôt les vivants n'auront plus où dormir. Et moi, c'est un poème que je trouve absolument splendide. Et donc, c'est un poème qui a été écrit en 64, je crois, vraiment très proche de l'indépendance du pays. Donc, il parle du poids des morts, mais d'autres morts, ceux oui, de la guerre d'indépendance. Et poids qui est d'ailleurs à interroger hein, dans cette décennie noire, celui évidemment des morts et des trajectoires de la guerre d'indépendance. Mais ce que je trouvais
important avec en sélectionnant simplement bientôt les vivants, donc une partie du verre, euh, c'est on retourne le point un peu négatif de ces morts et on va vers la vie, vers la lumière, bientôt les vivants. Et c'est vraiment pour moi la trajectoire du livre. Et j'avais, par exemple, avant même, au tout début de l'écriture, j'avais cette scène finale qu'on ne va pas raconter, mais qui est pour moi une scène vraiment où Selma, La lettre s'envole. oui, d'envol et de refus de céder à la mort. Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour ce livre, Amina. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Des projets? Vous êtes déjà sur un autre livre? Dites-nous. Il y a quelque chose qui me travaille, qui commence à me Oui. travailler. Et puis un projet de scénario de série, donc qui est en cours de création. Mais j'en parlerai plus quand le projet sera plus avancé. Mhm. Et, euh, et puis bien sûr la vie aussi universitaire qui suit son cours. Oui, puisque vous êtes dans un centre de recherche en belge. Alors, dites-nous un peu ce que vous faites. Quels sont vos sujets de recherche? Alors moi, j'avais fait ma thèse sur des poètes cubains, qui Mhm. s'étaient ensuite exilés en Espagne, ce qui explique que j'ai vécu à Cuba, puis en Espagne, à Madrid, où j'ai rencontré ces poètes, je suis allée dans les archives, etc. Donc c'était absolument passionnant. Et surtout, j'ai découvert une autre façon d'étudier la littérature, c'est-à-dire pas simplement en étudiant les textes, mais aussi en étudiant, en entrant vraiment, en faisant des entretiens avec les auteurs, les éditeurs, en regardant les manuscrits, en voyant comment les auteurs corrigeaient leurs textes. Alors pour une écrivaine, Oui, évidemment, tout ça est passionnant et très important. oui, Et oui. aujourd'hui, je travaille sur les œuvres littéraires ou les écrits littéraires qui ont suscité des procès ou des polémiques pour incitation à la haine. Et donc mes travaux sont à la croisée de la littérature, de la sociologie et du droit, puisque je vais assister à des procès, je rencontre des avocats, des juges. Et c'est vrai que l'univers du droit est un univers absolument passionnant. Et évidemment, derrière cette question de l'incitation à la haine, il y a une grande question qui m'est très chère, c'est la question de la liberté d'expression, de ses limites, de ses enjeux aujourd'hui, de quelle place lui donner dans nos démocraties, dans l'époque que traversent nos démocraties de montée d'extrême droite. Voilà, comment repenser tout cela. Et je pense que c'est un sujet c'est brûlant et très, très important à penser aujourd'hui. Mhm. Très bien. Alors, comme le veut la tradition de Diasporama, alors nous allons passer à un côté un peu plus personnel chez vous. Et comme je dis souvent, finalement, le personnel est intimement, souvent, le professionnel est intimement lié du personnel ou inspiré du personnel, comme dans votre cas pour ce livre et le choix de l'équitation, la passion qu'a votre héroïne pour l'équitation. C'est un peu comme vous. Alors, on va essayer de connaître un peu vos goûts, Amina Damerdi, en cuisine, en lecture, en musique, en film. Alors, en cuisine d'abord. Qu'est-ce que vous aimez quel est le type de cuisine que vous aimez le plus ou que vous aimez le Moi, plus préparer, par exemple? moi, j'aime la rechta. Ah ben Alors, je oui, ne sais pas encore très bien la vous en parlez préparer. dans le livre, hein? Vous en parlez dans le Lui livre, la donner une bonne Rita. place dans le livre, oui. Non, non, moi, je suis Oui, vraiment... Après, j'aime beaucoup de types de cuisine, mais vraiment, je crois que le plat roi, pour moi, c'est vraiment la rechta. Mm. il y a même une dispute dans le livre, un moment entre Brahim et sa mère, hein? À propos de la rechta, il lui dit, mais j'en avais pas beaucoup. Il lui dit, mais tu avais dit que t'en avais plus, mais finalement tu en as pour ton autre fils, etc. Bon, c'est vrai que la rechta, vous y revenez assez souvent, ça, on l'a bien remarqué que vous aimez bien ça. En lecture, alors, qu'est-ce que vous aimez lire? Bon, moi, j'ai lu beaucoup de poésie, de poèmes. Euh, il y a, il y a des étapes dans la vie, je crois, où on lit des choses très différentes. Mais vraiment, un des auteurs qui a été marquant dès l'âge de 16 ans, c'était Arthur Rimbaud, Baudelaire. Puis ensuite, il y a eu Oui. toute la littérature hispanique. Je me suis je suis entrée dans la littérature hispanique et j'ai voulu changer puisque j'étudiais les lettres classiques, moi, du latin et du grec. Et donc ensuite, je suis allée vers des études de littérature hispanique par passion pour Federico Garcia Lorca, qui Ah est un oui. poète
de la guerre civile espagnole. Et d'ailleurs, c'est un poème, alors non pas de Lorca, mais d'Alberti, un autre poète très important de la guerre civile Oui, espagnole, qui ouvre bientôt les oui, vivants. tout à fait, tout à Référence fait. à cette scène finale dans un tout autre contexte de guerre nationale. Oui. Euh, voilà, et puis ensuite, vraiment, j'aime Les auteurs beaucoup. algériens, qu'est-ce qu'il y en a qui vous ont vraiment marqué? On a compris un peu Kateb Yassine tout à l'heure. Oui, 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 oui. Oui. Est-ce qu'il y en Oui, a oui. d'autres ou c'est juste Oui, j'ai Kateb beaucoup lu Yassine? Assia Djebbar, qui a été une autrice que oui, j'ai beaucoup lu à l'âge de 18-20 ans. Il faudrait que je la relise aujourd'hui pour voir aussi comment je la relirais. Oui, Euh, oui. et puis, il y a Malek Alula, qu'en fait, j'ai vraiment réellement découvert assez récemment et que je trouve être un auteur absolument fantastique. Mhm. Et qui était le mari de Assia Djebar aussi. Eh ben oui. Ben voilà, donc finalement, voilà, oui. Alors, en musique, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? J'écoute des choses vraiment, vraiment très, très diverses. Mais alors en ce moment, beaucoup de musique classique parce que ma fille est passionnée par les livres musicaux. Donc en ce moment, nous écoutons beaucoup de musique classique. Alors, quand vous écrivez, par exemple, est-ce que il faut le silence total? Est-ce qu'il vous faut un fond musical? Dans quelle atmosphère vous mettez pour lire, pour écrire, pardon? Ça dépend du stade d'écriture. Ah, Euh, alors parfois, je peux être dans un endroit public et puis avoir une idée qui jaillit. Et là, je vais écrire, voilà, sortir mon cahier, et écrire. Ça peut être dans un bus, dans un café, etc. Mais vraiment, quand je travaille le texte et le mouvement du premier jet, là, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle, de ne pas être au contact du monde extérieur, d'oublier presque qu'il existe pour m'immerger dans le monde du roman et n'agir et ne réagir qu'en fonction de la vie et de la destinée de mes personnages. mhm. Plutôt film ou série? Oh, les deux. Vraiment, je trouve qu'il y a des Les deux. séries Ouais, extraordinaires. ouais. Euh, voilà, Mad Men, enfin, bon, The Wire. Mad euh, Men, oui. Oh là là. Bon, on pourrait en citer d'autres. The Nick, Ouais, très grande série. ouais, Voilà, bon, je trouve qu'il y a des séries, enfin que l'art de la série a eu ses lettres de noblesse et évidemment de très oui. grands films. Je suis assez cinéphile. Mm. Assez cinéphile, oui. Alors, la question rituelle de Diasporama, Amina Damerdi, que je pose à la fin de chaque entretien, et qui concerne le jour du départ. Alors, essayez de vous rappeler le jour où vous avez quitté l'Algérie avec vos parents. Vous aviez 6 ans et demi, vous avez dit. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là, exactement, le jour du départ? Est-ce que vous avez emporté avec vous comme souvenir ou comme émotion, mais comme souvenir cher à vos yeux, à votre cœur? Est-ce que vous en souvenez? Alors, je ne sais pas si c'était exactement le jour du départ, mais j'ai un souvenir très marquant de moi petite au pied de notre maison. Et je savais qu'on devait partir, en tout cas, à ce moment-là. Alors, quand on est parti, on était censé partir quelques mois, hein, donc il n'était même pas de question de partir pour toujours, mais déjà de partir pour finir l'année scolaire ailleurs. Et, euh, et je me souviens de m'être fait cette réflexion qui a été peut-être, enfin, qui a été la première réflexion philosophique, existentielle de petite fille et qui m'a accompagnée ensuite toute ma vie. Euh, Mhm. je regardais cette maison et je me souviens que je me suis formulée, c'est vraiment quand on quitte quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et ça m'a Oui. vraiment... euh, voilà, c'est un souvenir auquel je reviens et je suis beaucoup revenue dans ma vie. Mhm. L'importance de la maison, du foyer, du quartier, du chez-soi, Oui, quoi, en fait. C'est ça que vous quittez. oui, c'était tout cela, mais c'est aussi s'apercevoir de la valeur, d'à quel point les choses sont importantes en fait quand on les vit de façon quotidienne. Et c'est valable pour beaucoup de choses en réalité. Oui. On pense que c'est normal, on pense que cela va de soi. Et au moment où on nous les arrache, on s'aperçoit de la valeur que cela avait pour nous. Mm. Oui, oui. Merci Amina Damerdi d'avoir Merci à vous. été des nôtres aujourd'hui, d'avoir accepté de faire votre diasporama. Voilà, je rappelle votre magnifique livre Bientôt les vivants, paru tout récemment aux éditions Gallimard, et déjà prix Transfuge du meilleur roman français pour l'année 2024. Je vous souhaite
au moins autant de succès et au moins autant de prix. Et je dois vous avouer que ce livre m'a troublée pour avoir vécu cette période. Et je pense que ceux qui l'ont vécu le comprendront aussi. Merci Amina, merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez revoir, revisionner cet entretien sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, page Facebook et la chaîne YouTube, bien entendu. À très bientôt. Merci Amina Damerdi. Au revoir.